Bonjour à tous, nous sommes ici pour parler de la Formule 1 et de ce début de saison. Je suis accompagné de mes collègues Rémi et Alec qui vont être ici pour débattre tous ensemble sur ce début de saison. Donc pour commencer, lors de cette saison 2023, il y a eu des changements au sein des écuries et l'une que l'on peut retenir, c'est l'écurie 100% française d'Ocon et Gasly chez Alpine. Je vois Rémi que tu veux parler. Pour moi, c'est un duo qui peut fonctionner dans l'absolu. Après, faut pas oublier qu'il y a quand même une relation passée entre Ocon et Gasly qui fait qu'à tout moment, on ne serait pas surpris si les deux se sortent sans raison particulière. Après, ils sont assez grands quand même, et ils savent ce qu'ils veulent quand même. Donc, surtout Gasly, qui lui, il a toujours fait chez AlphaTauri. Donc, je pense que pour son intérêt à lui, il vaut mieux mettre leurs embrouilles de côté et être à fond dans cette équipe parce que sinon. Il y a toujours de la concurrence de toute façon, enfin n'importe Oui, dans n'importe quelle où, écurie, dans tous les cas. Dans tous les cas, il y a la concurrence, mais ouais, ils vont savoir faire autre de ça. Mais pour vous, à la place de Gasly, est-ce que vous allez à Alpine ou vous restez un an de plus chez AlphaTauri? À la place de Gasly, je pars de chez AlphaTauri bien plus tôt. Oui, faut non, faut quand même reconnaître que depuis que Gasly a fait une partie de saison chez Red Bull et est retourné chez Toro Rosso à l'époque, rien ne s'est passé correctement pour lui, à part peut-être sa victoire à Monza. Mais ouais, c'était un coup de chance. Il s'entendait plus difficilement avec toute son écurie, il était moins dans le bain. Même si, effectivement, avec le départ de Kvyat et l'arrivée de Tsunoda, il avait le rôle de pilote numéro 1, il faut quand même reconnaître que c'était difficile pour lui. Ouais, il se sentait pas bien, ça c'était sûr. Mais est-ce que c'était le moment de rejoindre Alpine pour pas aller dans une plus grosse team? Alpine reste une grosse écurie, il faut pas oublier ça. Ils ont quand même fait une P4 au championnat l'année dernière, effectivement avec un grand écart avec le troisième, parce que le troisième était quand même un Mercedes qui était assez imposant. Mais il faut pas oublier que face à des McLaren, à des Aston Martin, etc., ils ont réussi à faire une P4. Donc ça prouve que sur un milieu de peloton, ça reste la meilleure des autres. Ouais, mais Gasly, c'est pas ce qu'il veut. Ouais, il y a surtout aussi, je pense, le fait d'écrire une histoire, parce que il y a cette histoire de écurie française, pilote 100% français. Je pense qu'il y a aussi cet enjeu de vouloir faire briller un peu son pays et cet aspect, et de pas chercher forcément l'écurie la plus performante et tout, mais de vouloir marquer sa propre histoire. Et je pense que ça, pour n'importe quel pilote de son pays, c'est quelque chose d'important, et je pense que c'est le choix qu'il a voulu faire. Je parle pas pour lui, mais je pense que c'est quelque chose d'important, et en soi, c'est un parti pris à miser. Puis à côté de ça, il faut quand même avouer que Alpine est une écurie qui ne peut que s'améliorer, entre guillemets. Ils sont pas forcément au plus bas, mais ils sont pas au top, et la marge de progression reste assez grande. Peu d'écuries ont proposé un vrai bon contrat à Gasly, comme Alpine l'a fait. Effectivement, il n'est pas pilote numéro 1 comme il a pu l'être chez AlphaTauri, mais il n'est pas pilote numéro 2. On sait très bien qu'Ocon et Gasly vont rouler pour Alpine en tant qu'écurie. Mais là-dessus, c'est marquer des points qui va être leur objectif principal, et pour eux, ça va être bien sûr de rouler ensemble et de pas forcément se battre sur qui va être le meilleur des deux, et de miser sur les résultats d'écurie. Même si, bon, au vu de la relation et au fait que Ocon l'année dernière était pilote numéro 1 sur au moins la deuxième partie de saison dès qu'Alonso a officialisé avec Aston Martin, et que Gasly a été pilote numéro 1 chez AlphaTauri pendant quelques années, on peut comprendre que ce soit à l'un ou l'autre, si on demande de laisser passer son coéquipier, ça peut être une pilule qui va être dure à avaler. Oui, je pense là-dessus, et ça pour n'importe quel pilote, où le niveau se joue, je pense. Oui, le jeu est égal. Ouais. C'est compliqué de dire un pilote qui a un esprit compétitif, de dire ralentis ou laisse passer, ou laisse-lui les points. Enfin, sur un aspect stratégique, ça reste compliqué sur le moment à analyser. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé d'Alonso qui confirmait chez Aston Martin. Et lors de cette trêve, Aston Martin a annoncé qu'ils avaient progressé sur l'étude de la voiture, qu'ils avaient bien travaillé, et donc avec l'officialisation d'Alonso, que cela allait améliorer et qu'ils allaient faire de bonnes performances. Donc je sais pas si vous avez des avis à dire, mais comme on a pu le voir sur les premières courses, qu'on parlera tout à l'heure, que ils ont fait un bon travail et qu'ils ont obtenu les résultats qu'ils pensaient, parce que jouer dans le top 3, c'est quelque chose qu'ils espéraient et qu'ils font. Bah ouais, c'est une très grosse surprise. On était tous un peu surpris du niveau de Aston Martin. On savait ce qu'ils visaient, mais on pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Je pense que du coup Alonso, pour moi, c'était pas un si bon choix d'aller à Aston Martin. Il nous a fait mentir. Il a réussi son parti pris, voilà, c'est ça.
Il a réussi son pari. C'est clair qu'il a surpris tout le monde parce qu'il part d'un Alpine qui se battait pour la 4e place pour aller à un Aston Martin qui l'année dernière se battait pour ne pas être dernier, ce qui est quand même un assez grand gap. Et honnêtement, quand même Toto Wolff sur les interviews de pré-saison a dit qu'il pensait qu'Aston Martin pourrait se battre pour une 2e place, je pense que très peu de gens l'ont cru. Et comme on pourra en parler tout à l'heure, maintenant je pense que peu de gens en doutent encore. On savait que les objectifs de Aston Martin c'était sur du long terme, mais on pensait bien que ça arriverait un jour, mais pas tout de suite quoi. Là, vu la voiture qu'ils nous ont sorti et les 2 pilotes qui font un bon taf, on se pose la question si pour le top 2 quoi. Ouais, ça va donner une belle saison et un bon combat dans ce top jusqu'à la fin de saison. Parce que ça va être une belle bataille. Il faut reconnaître qu'Aston Martin, pour développer leur voiture, ont choisi la solution de facilité, c'est-à-dire d'acheter beaucoup de pièces, enfin toutes les pièces qui sont achetables aux grosses écuries type Mercedes, Red Bull. Ça peut être considéré comme une solution de facilité, mais à en voir les résultats, c'est une solution qui marche. Après, Lawrence Stroll, il s'est jamais caché de tout ça. Oui. Et il a toujours dit que lui, son objectif, c'était d'être le champion. Donc, donc en soi, si donc c'est après, la solution... Et effectivement, il choisit la solution de facilité. Et à côté de ça, quand on combine le moteur Mercedes avec les pièces d'aéro de Red Bull, forcément, c'est un cocktail qui marche. Ah bah c'est sûr. Et on a l'arrivée aussi de rookies sur cette année, donc qui sont pour eux leur première année en Formule 1. Donc on a Oscar Piastri qui va rouler chez l'écurie McLaren. Donc on peut déjà penser à certaines choses. Si vous pensez qu'il va réussir ou non. Il a pas mal de pression, Piastri. Piastri, oui, pas mal de pression. Piastri a pas mal de pression parce qu'à côté de ça, il remplace un Ricciardo un petit peu faible. Un petit peu faible, mais aimé par tout le monde. Donc. Un petit peu faible, mais aimé par tout le monde. Et surtout, il a quitté Alpine dans un gigantesque feu d'artifice avec toute cette histoire de contrat, d'écurie, avec Alonso, etc. De Driver Academy surtout, de Alpine qui a financé sa F4, sa F3, sa F2. Et au final, lorsqu'ils ont besoin de lui, qu'il décide de partir, forcément ça rajoute une pression quant à l'écurie à laquelle tu rejoins. C'est sûr, puis déjà de base il avait pas mal de pression parce qu'il était champion de F3, F2, il avait dominé tout le truc comme Charles Leclerc à l'époque, donc déjà il arrivait avec une grosse pression, puis en final l'histoire avec Alonso, Alpine et Piastri c'était un beau bordel, donc plus de pression. On verra après ce qu'il donne. On parlera plus tard de ce premier Grand Prix qui a pu faire parler. En second rookie, on a aussi Logan Sargent. Qui lui a aussi pas mal de pression, mais une pression différente. Parce que mine de rien, il rejoint un Williams, qui on sait n'a pas de bons résultats depuis quelques années. Mais il a aussi une pression en tant que pilote américain. C'est le premier pilote américain depuis une vingtaine d'années, je pense. Oui, je crois. Donc forcément, ça rajoute de la pression, car on sait que la F1 commence à se tourner vers les États-Unis, avec par exemple cette année 3 Grands Prix aux États-Unis. Tout ça. Donc on sait que Logan Sargent a quand même une grosse pression sur les épaules pour représenter les États-Unis. Ouais, mais il est plus libre que Oscar Mais il est plus libre qu'Oscar Piastri. C'est ce que je dis. Il a de la pression, mais c'est une pression différente. Ouais, c'est ça. Qui peut tourner au positif, qui peut le motiver et tout. Et c'est une année, on va dire, pour apprendre dans le grand bain, c'est ça, dans la grande compétition, la Formule 1 qui est rêvée de tous. Donc ouais, je pense que ça va être une année de quoi apprendre, de quoi essayer de faire des bons résultats. On sait jamais de ce qui peut se passer. Tout le monde peut y profiter. Et en second rookie, on a Nyck de Vries qui a fait une apparition l'année dernière et du coup qui se lance pour la saison cette année. Donc pareil pour lui, c'est... Encore une fois, Nyck de Vries, lui, a, je pense, un troisième type de pression sur les épaules. Effectivement, il a réussi à avoir son contrat chez AlphaTauri à la suite du Grand Prix Monza 2022. Ouais. Où pour un premier Grand Prix avec Williams, il a réussi à faire une 9e place, alors que le samedi, il était même pas au courant qu'il prendrait part au Grand Prix. Ouais. Il a dû se préparer assez rapidement et il a réussi à marquer des points. Donc forcément, à côté de ça, AlphaTauri a dû se dire que c'est un pilote prometteur, mais qui doit sortir de bons résultats. Après, il savait déjà que c'était un pilote prometteur, parce oui. Il était déjà très bon. Champion de F2, champion de Formule E. Donc on sait que ça reste un bon pilote. Après, il faut quand même réussir à se débrouiller. Et comme on l'a vu même dans la série Drive to Survive, on sait que c'est un pilote confiant, mais il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas trop confiant non plus. Parce que là, par contre, à l'inverse, s'il marque 1 ou 2 points, on ne saura pas le féliciter. Par contre, s'il se rate, là, on saura marquer les points négatifs. Ouais.
C'est ça le problème, c'est les erreurs, les défaites qui sont le plus retenues que les petites réussites, et c'est ce qui marque le plus surtout, et c'est ça qui peut être le problème là-dessus. Donc on va parler de ce premier Grand Prix, comme on l'a un petit peu évoqué, donc premier Grand Prix à Bahreïn comme à chaque fois. Et ce qui peut revenir chaque année, c'est ce débat de la malédiction de Bahreïn, puisque depuis de nombreuses années, on retrouve que le vainqueur de cette étape finit deuxième au championnat. Donc cette année, on a pu apercevoir une domination, je pense qu'on peut dire. On peut Clairement le dire. qualifier de domination. On peut parler d'une domination du team Red Bull qui l'avait prouvé aux essais qu'ils avaient des voitures performantes avec de bons résultats, mais là, certains ont peut-être pris une claque. Est-ce qu'on s'attendait à autant d'écart? Ouais, c'est ça, Je c'est pense surtout que ça en personne fait. pouvait être préparé. C'est ça. On savait qu'ils allaient gagner, qu'ils allaient dominer, mais à ce point-là, on pensait pas. Après la saison 2022 qu'ils ont fait, on sait que tout le monde le sait que ça va être difficile de revenir au niveau. Mais le problème est sûrement que les autres écuries ont un peu trop traîné pendant que Red Bull ont bien évolué. Donc forcément, ça permet d'avoir donc un premier Grand Prix avec un Verstappen vainqueur à 15 secondes de Perez deuxième, et Perez qui se situe à quand même 30 secondes d'Alonso troisième. Oui, qui est un écart fou. Donc comme on l'avait dit, la surprise d'Alonso qui se place dans ce top 3, c'est remarquable, c'est appréciable, c'est ce qu'espérait Aston Martin et c'est ce qu'ils ont prouvé. Et puis c'est quand même bien de pouvoir prouver à tous ceux qui parlaient à la signature du contrat d'Alonso que c'est pas parce qu'Alonso a 42 ans qu'il ne peut pas réussir en F1. Ah bah non, c'est sûr, il l'a déjà prouvé et reprouvé. Il l'a déjà prouvé plein de fois, mais mine de rien, il a quand même réussi à faire un podium pour son premier Grand Prix avec une nouvelle écurie. Ce qui est quand même un exploit rarement réalisé. Effectivement, la voiture est performante et le pilote l'est aussi, sauf qu'il y a quand même un temps pour prendre ses marques. Et visiblement, il les a pris assez rapidement. Ouais, il est très très bien. Après, malheureusement, c'est ce qu'on n'espère pas dans les Grands Prix, mais il y a eu des points négatifs. Et notre Français Charles Leclerc a eu, j'allais dire encore, on va pas être méchant, mais a eu des problèmes au sein de sa voiture avec Ferrari et avec une panne de batterie qu'ils avaient changé la veille, si je me trompe. Donc, lors d'un Grand Prix, on a le droit de... C'est une pièce qu'ils ont le droit de changer qu'une fois. Ils ont dû avoir la nécessité de la changer la veille de ce Grand Prix. Et malheureusement, je crois que le défaut et donc la cause de cette panne qu'il a eu entraînant une safety car est due à un problème de batterie. Donc ce changement fut inutile et malheureusement c'est triste pour Charles Leclerc. Et puis c'est triste en tant que fan de Ferrari aussi. Faut quand même admettre que voilà, là je vais parler pour les fans de Ferrari et en étant fan de Ferrari, mais l'année dernière on avait un Mattia Binotto qui avait des problèmes avec ses stratégistes, qui avait une voiture pouvant être sacrée championne du monde et qui pourtant était tellement loin de la première place parce qu'il y a eu des petits défauts à gauche à droite. Et effectivement, le problème de fiabilité, est-ce qu'on y peut vraiment quelque chose au moment de la course? Je ne pense pas. C'est un travail qui doit être fait en amont et effectivement, il n'a pas été assez travaillé. Mais le problème de stratégie, par exemple, Mattia Binotto, l'exemple qui me revient, c'est Monaco 2022. La catastrophe de Charles Leclerc qui a donné envie de pleurer plus d'un fan de Ferrari. On a pensé pendant toute la trêve hivernale que ces solutions étaient résolues avec l'arrivée de Fred Vasseur, qui a, quand il est arrivé chez Sauber, Alfa Romeo a donné un souffle nouveau et a permis d'avoir un grand bol d'air frais à toute l'écurie et ont permis de remonter, pas sur un top team, mais qui ont réussi à remonter à au moins une 6e ou une 5e place de temps en temps, qui était quelque chose d'assez peu réalisable. Et à l'arrivée du coup de Fred Vasseur chez Ferrari, on était tous réjouis parce qu'on se doutait, effectivement ça reste un Ferrari, ça reste une grosse équipe, donc il faut également, comme pour un pilote, le temps de prendre ses marques. Sauf qu'on s'attendait pas à quand même une si grande différence avec donc un Leclerc qui ne termine pas sa course et un Carlos Sainz qui de mémoire a fait P4 ou P5, qui n'est absolument pas la place qu'on attend d'une Ferrari en fait. Donc c'est effectivement la pilule est dure à avaler. C'est ça, c'est dur. Et aussi du côté de l'écurie française Alpine, on a Ocon qui a eu un total de 3 pénalités. Donc le problème est survenu lors de sa première pénalité suite à un mauvais placement sur la grille. Voilà, oui. C'est ça. Au moment de se placer sur la grille de départ, il était un petit peu trop à gauche parce que effectivement pendant l'hiver le règlement a évolué. Et ils ont dit ils allaient être intransigeants là-dessus. Ce qui s'est passé pour Ocon est que lui depuis donc pilote en 2016, il s'est toujours placé comme ça, sauf qu'avec le changement de règlement pendant l'hiver, il n'était plus autorisé à le faire et donc forcément il s'est pris donc une première pénalité de 5 secondes. Ouais, 5 secondes aux arrêts au stand.
Et aux Et, arrêts le- au et stand. les problèmes sont arrivés par la suite. Ouais, Ah, parce- l'arrêt au Pour stand, purger quand- cette pénalité, premièrement, il y a eu un excès de vitesse dans la dans la voie des voie des stands, stands, ouais. ouais. qui lui a valu 5 nouvelles secondes de pénalité. Et surtout, il s'est repris 10 secondes car la pénalité a été mal effectuée. Ouais, un mécanicien a touché la voiture avant les 5 secondes, donc cela a entraîné une troisième pénalité. Et du coup, il finissait combien? Mais il a fini par un abandon. Ah oui, Ils ont abandonné par la suite. Ouais. Et Ils ont choisi de préserver le moteur, qui est une décision qui se comprend. qui se Ah oui, comprend, bah puisque après- après 3 pénalités, dur de revenir. Même mentalement, je pense que c'est aussi dur de revenir dans le coup. Mm. Donc c'est un choix qu'ils ont fait. Et préserver la mécanique, ça peut être aussi une bonne solution à certains moments. Moi, je pense que c'était la bonne décision à faire. Ils savaient qu'avec 15 nouvelles secondes de pénalité, c'était Oh. impossible de remonter, Mm. surtout en partant après cette pénalité P18. de Ouais, tête. c'était ça. Ouais. C'est déjà P18, la probabilité pour remonter est difficile, mais avec 15 secondes de pénalité en plus, c'est concrètement impossible. À moins peut-être d'être un Red Bull ou par chance un Ferrari ou un Mercedes qui peut tenter d'aller chercher quelques points. Un Alpine, c'est beaucoup trop difficile. Et d'un autre côté, on parlait des rookies. Et Piastri, malheureusement, a eu un problème. Je ne saurais pas dire pourquoi et comment, mais lors de son arrêt au stand, dès le début, je crois. Enfin, dans le premier ou deuxième Dans tour. ouais. Dans les premiers tours, je crois il me qu'il. semble que c'était au bout d'un quart de course. Effectivement, il a dû s'arrêter dans les premiers tours à cause d'un contact et d'un changement d'aileron, mais après, c'était il- sur un deuxième arrêt. Ok, et ben, il a dû changer de volant. Et lors du changement de volant, normalement, la voiture ne doit pas se couper. Et on a pu apercevoir la voiture coupée, enfin le moteur est éteint. Et les voir dans la panique, puisque la voiture ne se rallumait pas. Et rentrer pour Et de ça s'est bon. concrétisé par un abandon. Ouais, c'est dommage pour lui. C'est dommage pour lui parce que d'un côté, effectivement, on va peut-être lui le critiquer, alors que d'un autre côté, c'est pas forcément de sa faute. Faut reconnaître quand même la part de responsabilité de McLaren qui a une voiture qui s'éteint au moment d'enlever le volant, ce qui n'est pas normal, alors que Ça doit être frustrant pour ça doit être frustrant. Ouais, bah, pour un premier Grand Prix, avec, comme on le disait, de la pression, toutes ces choses, c'est pas la meilleure façon de commencer, puisque pour lui, ce n'est peut-être pas une erreur de sa part, donc un peu dur, et donc bah, il va falloir s'améliorer au fil du temps, en espérant éviter ces erreurs-là. Parce que c'était pas facile pour McLaren ce premier Grand Prix. Hein. Non, oui, Et Avec Norris, un abandon de dernier. Piastri, une Norris dernière dernier, place je pour crois. Norris. c'était pas le début qu'ils espéraient, je ne sais plus exactement, mais ils avaient annoncé quand même de l'évolution. Au final, il se retrouve dans les derniers. donc, Ouais, c'est c'était ça, pas- c'est dur à admettre, mais c'est les résultats qui Qui le parlent. montrent. Et donc, ouais, il va falloir s'améliorer au fil du temps, et c'est une solution. Voilà, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que voilà, une saison ne se joue pas sur un Grand Prix. Donc ils ont quand même toute une année pour remonter, chose qui effectivement peut être assez compliquée. On a rarement vu des écuries remonter autant Non, sur une entre année. un début de saison et une fin de saison, mais à eux de nous prouver qu'on a tort. Hein. Et ils en sont capables. Oui, sont on capables. sait que McLaren reste une écurie avec des gros moyens. Suite à cela, on a donc l'arrivée du deuxième Grand Prix qui est en Arabie Saoudite à Jeddah. Et sans surprise, on retrouve encore une fois un doublé de Red Bull. Inversement, c'est Perez cette fois qui est devant, qui a la première position et Verstappen la seconde. Mais comme on pouvait en parler, cela peut peut-être engendrer des conflits. Et on a pu le voir suite à des demandes que, si je ne me trompe pas, Perez, de la part de sa radio et de ses ingénieurs, il conseillait à Perez de ralentir pour préserver les pneus, je crois. Je sais plus, mais ouais, qui lui demandait de ralentir. Alors que Verstappen était à fond derrière. Alors que Verstappen était en train de diminuer son chrono au tour, et ce qui a engendré entre eux une bataille un petit peu de qui aura le meilleur temps au tour. Donc c'est pour dire qu'ils ont beau être tous les deux dans le premier, enfin tous les deux dans première et deuxième place, donc niveau écurie, les points sont totalement pris. Mais malgré cela, on voit que Verstappen est pas là pour rester second derrière Perez, et qui malgré tout cherche le maximum de points, et il a eu ce qu'il voulait. Il a eu le point du meilleur tour. Ouais. Ce qui l'a mis encore une fois à la première place. Et malgré cette deuxième place en Arabie Saoudite, au général, il est arrivé à la première place. Donc il a eu ce qu'il voulait, et ça montre que cette année va y avoir des tensions. Enfin, je suppose. Bah, il y en avait déjà eu l'année dernière. Quand... On se doutait qu'il y aurait des tensions chez Red Bull, forcément, avec forcément Brésil 2022. Ouais. Là où Verstappen était déjà, lui, de son côté, sacré champion du monde, et où Red Bull se battait pour une deuxième place contre Charles Leclerc, et où
où forcément ils sont arrivés avec quelques points d'écart, points qui auraient pu faire la différence forcément sur un dernier Grand Prix si Verstappen s'était décidé à laisser passer Perez, chose qui n'a pas été faite. Donc on se doutait qu'il y aurait des tensions, mais est-ce qu'elles arriveraient aussi vite? Je pense que on pouvait pas forcément le prévoir qu'elles arriveraient dès le deuxième Grand Prix, mais le fait que l'écurie Red Bull demande à Perez de ralentir pour le meilleur tour, alors que son meilleur tour lui aurait permis d'être premier, de mener un championnat du monde, même si est-ce qu'honnêtement Perez a l'étoffe de gagner un championnat contre un Max Verstappen, c'est la question qu'on peut se poser. Mais à côté de ça, il était quand même en bonne voie et Red Bull lui ont demandé de ralentir. Après, fallait s'en douter quand même parce que au vu de la première course et la domination de Red Bull, quand deux pilotes ont la même voiture et qui sont à des années-lumière de la deuxième équipe, des tensions, c'était sûr qu'il allait y en avoir entre les deux. Après, aussitôt, moi ça me choque pas parce que ils étaient tous les deux devant, quoi. Personne ne pouvait les rattraper. C'est ça, ils créent un petit peu leur course entre eux. Ça, vu qu'ils sont au-dessus des autres écuries, ils créent un petit peu leur course entre eux en interne, ce qui rajoute de la compétition entre eux. Et ouais, ça peut être compréhensible. Ce que je trouve triste quand même, c'est que Red Bull reste une écurie qui, dans tous les cas, va finir par l'emporter. On le sait, ils ont tellement d'écart que la course est, une fois qu'ils la commencent, déjà dans la poche. Donc je trouve ça dommage qu'on laisse pas un petit peu d'enjeu quand même. Je pense que même si c'est entre deux pilotes d'une même écurie... C'est là un peu l'image de Red Bull, de toujours avoir un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2. Mais ce que je trouve dommage, c'est plus dans l'esprit de la Formule 1 qui tente d'attirer des spectateurs, qui fait des changements de voiture pour qu'il y ait un peu plus de proximité, de combat, que là où effectivement, même si c'est entre deux pilotes d'une même écurie, à l'image de Hamilton-Rosberg de 2015 à 2015-2016, effectivement, ils étaient avec un écart tellement grand que c'était impossible pour les autres écuries. Cependant, il y avait quand même de l'enjeu parce qu'on avait des batailles Hamilton-Rosberg. Et des gens ont continué à regarder pour suivre cette bataille. Si là, forcément, dès que Perez est en tête, on lui demande de ralentir pour laisser passer Max, je trouve ça un petit peu dommage. Penser à cette bataille de Nico et Hamilton, quoi. Et on parle d'une domination, mais lors de ce Grand Prix, si je ne me trompe pas, Verstappen a eu des problèmes au niveau de la voiture, au niveau de l'arbre de transmission, je crois. La boîte de vitesse. Qui a lâché en pleine qualification. En pleine qualification, donc je n'ai plus la place exacte qu'il a eue sur la grille. Je crois que c'était pas... Il est parti 15e. Ouais, 15e. Ouais. Sa boîte a lâché en Q1. Charles Leclerc était 16e ou 14e? 16e, ouais. Charles Leclerc avait... 12e. Ah oui, avec les 12e parce qu'il avait fait une deuxième place en qualification avec 10 places de pénalité. Oui. Et Max Verstappen avait fait 15e car sa boîte de vitesse avait lâché en Q1, mais il avait eu le temps de faire un chrono assez grand pour passer en Q2. Donc il n'a pas pu rouler en Q2, donc 15e sur la grille de... Ça l'a fait en 15e place. Et malgré ça, il nous fait une remontée tout le long de la course qui le ramène à la deuxième place avec le meilleur temps autour. Donc là-dessus, on peut se dire que ça montre une domination. La chose la plus marquante aussi dans cette domination, c'était sur l'avant-course. Les sites de paris en ligne avaient, une fois que les classements, que la grille avait été effectuée avec un Leclerc P12 et Verstappen P15, la cote d'une victoire de Leclerc partant P12 était à 40 ou 50, alors que la cote d'une victoire de Verstappen était à 2,15. C'est pour montrer... Tout le monde savait qu'il arriverait à remonter. On se posait quand même des questions de comment la voiture allait réagir dans le trafic. Aussi, oui. Parce que quand t'es devant, c'est autre chose. On avait vu avec les Mercedes à l'époque. À côté de ça, un trafic à Jeddah est quand même différent de, par exemple, un trafic à Monaco. Les lignes droites, les virages dégagés ont permis à la Red Bull de se faufiler un peu partout. Oui, c'est ça. Alors que si c'était un événement qui s'était produit à Monaco, effectivement, la remontée aurait été plus difficile. Et en parlant de remontée, du coup, Charles Leclerc devait lui aussi effectuer cette remontée suite à cette pénalité. Ce qu'il a effectué de place en place. Et malheureusement, c'est pas un problème de stratégie, c'est du calcul, mais il est rentré au stand pour changer de pneu. Comme par hasard, le tour d'après, une safety car suite à Stroll. Oui. C'est ça, Stroll qui a dû s'arrêter. Un incident qui, à mon avis, ne méritait pas une safety car. Avec par exemple, si on reprend l'exemple donc de la panne de Charles Leclerc au GP précédent, qui n'avait valu même pas une safety car, mais une virtual safety car, alors que la voiture de Charles Leclerc à Bahreïn n'était même pas dans un dégagement, était bien plus compliquée à sortir, alors que celle de Stroll avait réussi à se placer juste devant un dégagement, mais a quand même eu une safety car complète, qui est quand même un enjeu différent. Si pour Stroll on avait eu une virtual safety car comme on avait eu pour Leclerc à Bahreïn, je ne pense pas que autant de gens seraient rentrés au stand. Effectivement, peut-être que Red Bull aurait pu tenter un pari comme ça, parce qu'ils savaient qu'ils arriveraient à remonter et pour se protéger, mais Charles Leclerc aurait pu quand même faire une belle remontée par derrière. Et du coup, suite à ça, si je me trompe pas, sa remontée s'est stoppée. Ouais. Et il a dû finir à la 7ème place, je crois, dans cette zone-là. Et là-dessus,
7e. Ouais, juste derrière Sainz. Et on a retrouvé encore une fois le trio, puisqu'Alonso s'est placé encore une fois à la 3e place. Ce qui confirme que Aston Martin n'avait pas eu un coup de chance à Bahreïn, mais ont vraiment une voiture performante. Ouais. Et capable potentiellement dans la suite de la saison de jouer une victoire, qui pourrait être une belle concrétisation pour Alonso. Et là-dessus, oui, c'est la question qui se posait par la suite, c'est est-ce qu'on devait donc s'habituer à ce fameux top 3, à retrouver ces 3 pilotes sur le podium. Et ces 2 premières courses nous montraient que c'était pas un coup de chance. On peut parler du coup du 3e Grand Prix qui est donc s'est passé à Melbourne. Un prix, mine de rien, assez controversé. Un Grand Prix même, je dirais, chaotique, puisque ça a été le Grand Prix... Il y a eu plus d'abandon. Ouais, le plus d'abandon et surtout, je dirais, C'était Qatar. 4 ou 5 départs qui ont été Il y avait vus. quoi, 3 départs arrêtés? Ouais, c'est ça. 3 départs arrêtés Ouais. et un semi-départ en fin de course. Lancé juste pour finir la course. Voilà. Et ouais, donc, Et c'est là, aucune écurie et aucun pilote n'est réellement à blâmer. Je pense que les vrais qui sont à blâmer sont la FIA, qui ont pris la décision d'un 3e départ arrêté. Là-dessus, oui, c'est... Effectivement, il ne faut pas oublier que tous les pilotes qui sont repartis avaient déjà une bonne heure et demie de course, avaient déjà plus de 250 km dans les pattes. Forcément, la fatigue vient de peser. Puis en plus, ça reste un Grand Prix d'Australie qui est sur un fuseau horaire complètement différent du nôtre. Donc même si chaque pilote a sa technique pour éviter le jet lag, il y a quand même toute une fatigue qui vient entrer en jeu sur une fin de course. Mais il y a surtout aussi que c'est arrivé, je crois que c'était 3 tours avant la fin. 2 tours avant la fin, oui. Donc quand vous êtes sur une ligne de départ où vous avez potentiellement, vous pouvez juste gratter 4-5 places en faisant un bon départ, en se lançant et en mettant du retard sur les freins. Sur ce 3e départ, un ensemble de mauvaises décisions ont été prises. Par exemple, parlons d'un des rookies, mais Sargent, qui visiblement a décidé de ne pas freiner au premier freinage et qui a embarqué Nick De Vries juste devant lui dans le bac à gravier. Au final, en fait, pour eux, c'était la possibilité de leur premier point. Ouais, en soi, ils ont tout misé sur un freinage, sur un virage. Ils se sont dit, voilà, on va être à l'attaque. Sauf que je pense que tout le monde s'est dit ça, ou alors à des degrés différents, parce que l'expérience peut peut-être parler là-dessus. Il faut quand même reconnaître qu'il s'agissait de Sargent et De Vries, donc 2 rookies qui n'ont que 3. C'était le 3e Grand Prix de Sargent, le 4e de Vries. Il y a un manque d'expérience. Il y a un manque d'expérience, mais ils veulent prouver aussi. Donc faire un départ arrêté si proche de la fin, on sait les enjeux, c'était un peu risqué. Et puis on savait très bien que ça allait finir avec une catastrophe, avec l'exemple qu'on a eu par exemple en 2021 à Bakou. Ouais. Un départ arrêté à 2 tours avant la fin, avec un problème de surchauffe de frein d'Hamilton parce qu'il en a trop donné, avec un chaos moins qu'à Melbourne, effectivement. Mais on avait quand même un sacré chaos tout le long de la course. Là, effectivement, on a quand même un Gasly fatigué qui a pris 2 mauvaises décisions d'affilée, ce qui ont emmené lui ainsi que Ocon dans le mur. Donc Alpine, ils ont tout perdu. Ouais, là-dessus, et alors qu'ils jouaient ils étaient dans les points. Ils jouaient une 5e place. C'est même pas ils étaient dans les points, c'est ils jouaient une 5e place. 5e et 6e, je crois. Une 4e, une 5e. Enfin, ils jouaient de très gros points pour l'écurie. Et d'un ensemble de mauvaises décisions. Effectivement, Gasly n'est pas le seul à blâmer là-dedans. Effectivement, Ocon aurait pu ralentir. Mais pour moi, les deux sont responsables. Ocon aurait pu de son côté ralentir et Gasly aurait pu éviter de serrer à droite. Puis il y avait la touchette aussi de Carlos Sainz sur Alonso. La touchette de Carlos Sainz qui, on l'a appris hier au moment du tournage, l'appel de Ferrari n'a pas fonctionné. Donc Carlos Sainz ne marquera aucun point sur ce Grand Prix de Melbourne. Décision assez dure, pilule assez dure à avaler une fois de plus. Ça fait beaucoup pour Ferrari. Surtout que du coup Ferrari ne marque aucun point avec l'abandon de Leclerc dès le 3e virage. C'est ça, au premier tour, qui a engendré du coup 7 premières safety cars. Et après, de nombreux safety cars ont découlé, non, mais pour un Grand Prix, c'était un peu inattendu. On a eu donc, le coup de raquette d'Albon qui a déclenché une safety car, et qui a fait piter plusieurs gens, suivi d'un drapeau rouge. Je crois que c'était Bottas, non ? Il était parti. C'était Albon qui a pris un coup de raquette sur un virage, a fini d'un bac à gravier sur celui d'après et dans le mur. Qui a donc déclenché safety car, ce qui a permis un arrêt de Sainz et Russell de tête, et qui, une fois qu'ils ressortent des stands, déclare un drapeau rouge et qui donc une fois plus, à cause d'une décision de la FIA, ont tout perdu. Et c'est 10 minutes de pause quand même. 10 minutes de pause. Donc ça fait une coupure dans un Grand Prix quand même. Russell qui avait tout perdu parce qu'il avait fait une très bonne quali. Et Russell qui a perdu. Qui jouait pour une victoire aussi. Qui a déclenché. Qui jouait pour une victoire contre à 2 Red Bull assez énervé et qui pourtant même au départ avait réussi à conserver une première place et était assez large.
Ouais, il était bien parti. Et du coup, qui lui a déclenché après une virtual safety car suite à Ça casse moteur. À l'embrasement de son moteur. L'embrasement, je cherchais le mot. Donc lui, une virtual safety car. Et par la suite, Hülkenberg. Kevin Magnussen. Qui a Magnussen, grippé un mur et qui a perdu un pneu, ouais. Et donc safety car engendre lui aussi drapeau rouge. Donc encore un arrêt. Donc et à partir de ce moment-là, il restait 2 tours et départ arrêté avec le c'est grand chaos. ouais. Donc toutes ces pauses, comme tu le disais, ça se trouve, c'est une cause de ce départ chaotique départ final où tout le monde a pu miser, la fatigue et tout, et ce qui a donné. Melbourne reste un circuit qui, pour beaucoup de pilotes, a de grands dégagements. Certains mouvements, comme par exemple celui de Sargent, s'il avait été fait avec un peu plus d'expérience, comme celle d'un Hamilton ou d'un Alonso, aurait pu passer, car Melbourne le permet. Malheureusement, le manque d'expérience a fait que Sargent ait fini comme ça, que Carlos Sainz ait fermé une porte un peu trop violemment à Alonso, ou Gasly qui envoie Ocon dans le mur avec lui. Mais il faut reconnaître que C'était pas la meilleure décision. c'était pas la meilleure décision. Au départ lancé, c'était. Et donc, comme on le disait avec Russell, ça a été une belle performance de Mercedes. Et comme on le voit, Hamilton finit sur le podium. Oui, Malgré ça, on retrouve donc Verstappen en première place, qui a pu encore dominer. Je me rappelle d'un dépassement avec le DRS qui. Sur Hamilton, je crois. Sur Hamilton qui. Oui, c'était impressionnant. Ouais, un dépassement surprenant où on a l'impression qu'il y a une vitesse, je ne sais pas combien d'écart qu'il y a entre les deux. 20 km. Ouais, 20 km/h d'écart, où on voit sur la caméra embarquée d'Hamilton Verstappen qui passe à l'extérieur et sans souci. Donc, je crois qu'il lui a mis 2 secondes, ça. Une avance considérable, encore une fois. Et Alonso qui se place encore une fois à la 3e place. C'est ce qui prouve. J'estime que, par contre, cette fois-ci, la 3e place d'Alonso est comme il l'a indiqué lui-même. Enfin, non, il ne l'a pas indiqué lui-même. Mais elle est quand même peu méritée. On ne peut pas retirer le mérite d'Alonso. Il a réussi pendant la course se rester à cette 3e place. Mais à côté de ça, à cause du restart, après le restart chaotique, les places la grille a été restaurée comme au moment du départ, sans les voitures accidentées, donc sans celle de Sargent, De Vries, Ocon et Gasly. Et la grille a été restaurée. Donc qui permet à Alonso d'avoir une 3e place. Mais à côté de ça, à cause de cet incident, Carlos Sainz qui a pris 5 secondes de pénalité sur même pas du coup un tour de restart, mais c'est à peine la safety car qui s'efface d'un poids damier, ce qui n'a pas permis d'avoir 5 secondes d'écart. Et c'est une pénalité qui, même pour Alonso, qui était la victime de cet incident, estimait non méritée. Oui, c'est sûr. Après, mettez 5 secondes sur un départ lancé, c'était terminé à 2 tours. Il pouvait rien y faire, quoi. Là-dessus, on peut donc conclure cette émission et ce talk show que nous avons effectué pour ce premier épisode. Je vous remercie d'avoir pu débattre avec moi et tous ensemble sur ce sujet-là. Merci à toi. On vous dit à une prochaine fois et c'était les Briscards.